Prologue. Visions et faits avant le départ de mer. 1946. Ma première vision. C'était la première vision de ma vie, à Pondichéry, au palais du gouvernement. J'avais vu Sri Aurobindo et mer en avril 1946. Puis j'avais lu dans un livre de Purani que les rêves avaient un sens. J'étais complètement matérialiste et occidental. Je me suis dit ce soir-là, voyons ce que c'est. Et voici ce que j'ai vu la nuit même. C'était l'annonce de tout le chemin qui allait suivre avant et après le départ de mer pour l'individu que j'étais et pour l'avenir de la Terre. J'étais dans une citadelle moyenâgeuse assez sombre, une citadelle occidentale, c'était en Occident, et je descendais une ruelle étroite, pavée d'énormes dalles. Je les vois encore, solides, polies, inégales, et de hauts murs qui avaient l'air de pencher sur moi avec des petits balcons en fer forgé. Je marchais là, tout petit, au milieu d'une foule obscure et étrangère. C'était cette foule qui avait une odeur, une foule étrangement silencieuse. Chaque être était tapi dans le silence, et une odeur de souterrain. Je me voyais au milieu d'eux, très petit, presque sombre, comme vu par-dessus mes épaules. J'allais vers une porte. Je savais qu'il y avait une porte en bas. Note de bas de page, je me souviens encore, j'étais du côté droit de la ruelle en descendant vers la porte. Mais à mesure que j'avançais, j'avais le sentiment que je n'étais pas habillée comme il fallait, que je ne faisais pas ce qu'il fallait, que je n'étais pas comme eux, que j'étais d'un autre lieu ou d'un autre temps peut-être, une sorte d'intrus, et que l'on me regardait. Et ces regards-là devenaient de plus en plus menaçants, agressifs. Et plus je sentais mon étrangeté, plus leur hostilité montait. Elle montait de partout, même des murs, des pierres, un monde de pierres. Et je ne savais pas ce qu'il fallait dire. Je cherchais désespérément le geste, la parole. Je me courbais, je rasais les murs, je m'emplissais de gris. Rien ne servait. J'étais repérée par cette foule muette. Et mon malaise grandissait, devenait presque intolérable, étouffant, comme si mes vêtements étaient faux, odieusement faux, mon visage aussi, ma couleur. J'étais pris dans une sorte de gnome, moi, qui était moi quand même, et je n'arrivais pas à trouver quelque chose qui m'aille, je n'arrivais pas à faire comme eux, je ne savais pas le mot, je ne savais pas les gestes, tout pesait. Et puis les policiers allaient venir, c'est sûr. Et je n'avais pas de passeport non plus, je n'avais rien. J'étais enfermé, prisonnier dans cette horrible forteresse de pierre. Et soudain, jaillit je ne sais d'où, au milieu de la ruelle, un énorme cheval blanc est apparu. Blanc, lumineux, un animal merveilleux. Et haut, si haut qu'il touchait presque les murs et dominait la foule. Un poitrail gigantesque, formidable. Et avant que j'aie pu comprendre ce qui se passait, je me suis retrouvée sur son dos, galopant, un galop fantastique. Un galop de Dieu, tout s'ouvrait devant moi, la foule, les portes, les gardes, rien ne résistait. Et puis le large tout d'un coup, la liberté, l'air pur, tous les rhododendrons de l'Himalaya dans un souffle. J'en avais plein les poumons. Je me dilatais, m'élargissais, m'allumais presque. Je reprenais ma taille et ma couleur. Une libération. Je sentais encore cette crinière blanche dans mes mains, les flancs chauds contre mes cuisses, et puis le vent qui cinglait ma figure, l'allégresse dans mes veines.
emporté par une puissance triomphante, irrésistible. Nous entrions dans une forêt. PS. Cette vision, restée toute fraîche et vivante des années ou des décades après, a été notée très exactement par le corps de la terre ou le sannyasine. Mais combien d'années faut-il, ou de décades, pour comprendre la réalité ou le vrai sens de ce qu'on a vu? Les choses importantes de la vie peuvent se lire à rebours, comme les couches géologiques, strate après strate, avec un mystère toujours plus profond. Ce que je ne comprenais pas à l'époque, c'est que cette citadelle moyenâgeuse représentait non seulement le Moyen-Âge religieux du XIe siècle, mais le Moyen-Âge scientifique du XXe siècle, c'est-à-dire tout l'Occident. Et ce que je ne savais pas non plus à l'époque, c'est que ce formidable cheval blanc, dans la tradition indienne, est la monture de Kalki, le dernier avatar, pour nous Sri Aurobindo, celui qui vient à la fin du cycle humain pour changer la loi de la mort et du mensonge régnant, pour établir le règne de la vie divine et de l'homme vrai. « 1956. L'île de mer ou les 3 bateliers de ma vie. Vision de Sujata. C'était la vision annonciatrice de tout le chemin de Sujata, non seulement passé et présent, mais à venir aussi, après le départ de mer. Rappelons que Sujata, conduite par son père, est venue pour la première fois à Pondichéry rencontrer Mère et Sri Aurobindo en février 1935, après le départ de sa mère. Elle avait donc juste 9 ans. Puis elle est venue définitivement s'installer près de Mère en mai 1938, quand elle avait 12 ans et demi. Mercredi 4 janvier 1956. Cet après-midi, c'est le jour où je dois aller faire une classe de dessin géométrique. Mais je me suis endormie. J'ai vu ma mère, Swag Kumari, note de bas de page, décédée en octobre 1932, quand Sujata avait presque 7 ans. C'est la seule fois où Sujata a vu sa mère après son départ. Debout au bord d'un lac, au milieu duquel se trouve un temple, comme un temple Jain au Bihar, impression du Jalamandir de Pawapuri. Il est assez délabré. Sur la terre, on voit certaines constructions en assez mauvais état. Ma mère pensait, et je l'entendais comme si elle parlait, « 3 fois je suis venue dans cette ville, mais jamais je n'ai vu ce temple. » À ce moment, je me suis réveillée tout d'un coup. Aucune envie de me lever. Ma montre disait 1h20. « Oh, je peux encore avoir quelques minutes dans mon lit, me dis-je, et me retourne et m'endors. » Le rêve continue. Nous nous trouvions, ma mère et moi, dans un petit bateau en bois. Un bateau comme on en voyait autrefois sur le Gange. C'était le même lac, je crois, mais l'eau était limpide et surtout très calme. J'ai une vague impression que mon père aussi se trouvait sur le bateau avec nous, mais je n'en suis pas sûre. Et puis, tout d'un coup, j'ai aperçu ma mère marchant sur une sorte de pont qui reliait la terre au temple, lequel se trouvait au beau milieu du lac. Ma mère allait vers le temple, tout droit, sans regarder à droite ou à gauche. À ce moment, j'ai regardé et vu que le petit bateau où je me trouvais était à peu près 10 ou 15 mètres de la terre. J'ai aussi une très vague impression d'avoir vu des constructions sur la terre qui me donnaient l'impression d'être en ruine. La scène a changé abruptement. Cette fois, j'étais avec Mère. C'était le bateau de Mère. Elle était la capitaine. Elle allait et venait, donner des instructions à l'un ou à l'autre, car cette fois, il y avait pas mal de monde sur le bateau.
Il était grand, le bateau, comme un schooner peut-être. Moi, je ne connais rien au bateau, alors je ne peux pas dire. En tout cas, c'était la mer. Nous étions cette fois carrément sur la mer, elle était assez calme. Le bateau de mer allait rapidement, mais sans secousse. Ceci a duré un bon bout de temps. Je ne voyais plus la terre. Encore un changement de terre abrupt. Cette fois, nous étions carrément au large. C'était le bateau de Satprem, Bernard. Note de bas de page. Il est curieux de noter qu'à cette époque, 1956, Sujata ne connaissait Satprem ou Bernard que lointainement, lorsqu'il venait travailler dans le bureau de Pavitra et rencontrer Mère pour ses premières entrevues qui donneront lieu à l'agenda de Mère, ou quand il allait s'asseoir au bord de la mer. C'est seulement 3 ans plus tard, en 1959, que leurs vies se rapprocheront. C'est en fin 1953 que Satprem est revenu en Inde et au début de 1954 qu'il s'est installé près de Mère. Nous étions peu nombreux, mais nettement, Satprem était le capitaine cette fois. C'était petit le bateau, comme un canot, et c'est lui qui le dirigeait. Mais alors les vagues, des vagues énormes. Une fois, nous étions sur la crête d'une vague, l'instant d'après, jetés dans le creux de 2 vagues. On était secoués, pour dire très modestement, et c'était des vagues et des vagues sans arrêt. J'ai vu le visage du capitaine, sérieux, pas un sourire nulle part, concentré, absorbé dans ce qu'il devait faire. Grim, je dirais en anglais. Et puis après, quand nous étions bien secoués, j'ai aperçu une île, et nous avancions vers cette île. Presque en même temps, devant et à ma gauche, j'ai vu un paquebot, un ancien paquebot à vapeur, énorme alors. Mais le bateau coulait, et les passagers coulaient avec, c'est-à-dire la plupart des passagers, car un certain nombre essayaient de nager dans la mer. Beaucoup d'entre eux semblaient avoir perdu leur sens de direction. Mais il y en avait quelques-uns qui essayaient de nager vers l'île. Pendant que je regardais tout ça, j'ai reçu un choc et perdu la conscience, probablement sous le choc de l'atterrissage. Quand j'ai ouvert mes yeux, je me trouvais allongé par terre, à plat ventre. J'ai aperçu Satprem, qui était descendu de son bateau sur la rive. Et il y avait une autre personne dans le bateau que je ne connais pas, car son dos était tourné vers moi. Il me semble qu'au début il y avait plusieurs personnes, mais il n'en restait plus qu'une à la fin. J'ai aussi aperçu l'un des nageurs du paquebot qui avait réussi à arriver sur une côte de l'île, mais il n'était pas encore complètement à terre, il s'accrochait. Il y avait quelques arbres sur cette île, j'ai oublié de le dire. Mais comme je regardais, j'ai vu comme un grand arbre ou comme un haut mont, et c'était Mère. Alors j'ai su que nous sommes arrivés à l'île de Mère. Note de bas de page, c'était donc la vision du lieu où Sujata et Satprem allaient s'installer en 1978, le centenaire de Mère, pour matérialiser l'agenda de Mère et continuer le travail, suivre la piste de Mère et de Sri Aurobindo. 1960. L'inondation saumâtre, le grand passage. Vision de Mère. 23 juillet 1960. Cette nuit, il s'est passé quelque chose d'intéressant, exactement entre 10 et 11 heures. J'étais dans un véhicule quelconque. Je ne voyais pas le véhicule, mais j'étais dedans. Il y avait quelqu'un en face de moi qui dirigeait. Je ne voyais que son dos. Je ne me suis pas occupé de qui c'était.
C'était la personne qui devait le faire. Et alors, c'était comme si les portes de la destruction avaient été ouvertes, et des flots aussi vastes qu'un océan, étaient en train de dévaler sur quelque chose. La terre, c'était comme un courant formidable qui allait à une allure insensée, avec une puissance que rien ne pouvait arrêter. C'était une eau saumâtre. Ce n'était pas transparent, c'était saumâtre. Et il fallait absolument arriver à un certain endroit avant l'eau. Parce que si l'eau arrivait avant, on ne pouvait plus rien faire. Tandis que si j'arrivais avant, je dis moi, mais ce n'était pas moi comme ça, avec ce corps. Si j'arrivais là avant l'eau de l'autre côté, c'était la sécurité totale. Et depuis cette sécurité, on avait une chance d'aider ceux qui étaient restés en arrière. Et ce véhicule allait, je le voyais, je le sentais, n'est-ce pas, au mouvement. Il allait avec une rapidité plus grande que cette inondation. Une inondation formidable, mais la rapidité du véhicule était encore plus grande. Et c'était si merveilleux. De place en place, il y avait des endroits particulièrement difficiles et dangereux, et toujours j'arrivais avant l'eau, juste avant que l'eau ne vienne barrer le passage, et ça allait, ça allait, ça allait. Puis avec un dernier effort, il n'y avait pas d'effort vraiment, c'était une volonté. Avec une dernière poussée, on a franchi, et l'eau immédiatement arrivait. Elle dévalait, n'est-ce pas, à une allure fantastique. Un endroit de passer, et puis juste de l'autre côté, ça changeait de couleur. Ça changeait de couleur. Et il y avait une dominante d'un bleu, de ce bleu puissant, qui est la force organisée dans le monde le plus matériel. C'était là, et le véhicule s'est arrêté net. Et moi qui regardais toujours vers l'avant, dans ce mouvement, je me suis retournée et j'ai dit « Ah, voyons, on va commencer à aider ceux qui sont en arrière. Tiens, je vais te faire un dessin. Voilà. L'eau s'en allait comme cela vers la droite. De temps en temps, sur le chemin du véhicule, il y avait des sortes de dépressions avec des fissures, et l'eau pouvait passer par là. Et en fait, elle a dû passer dès que moi j'étais passé. C'était cela qui était dangereux. Si on arrivait un peu trop tard, l'eau était déjà partie là-dedans et on ne pouvait plus passer. Même si c'était quelques gouttes, on ne pouvait plus passer. C'était comme cela. Non pas que c'était très large, mais... Et l'eau s'infiltrait. S'infiltrait, n'est-ce pas? On emploie des petits mots. Elle s'infiltrait. Mais je voyais ça en avant et le véhicule arrivait à toute allure et puis au lieu de s'arrêter, dans un mouvement fou, il passait juste à temps, comme les montagnes russes, tout à fait comme les montagnes russes. On arrivait toujours à temps pour passer. Et puis encore la même chose, casser ici, casser là. Il y avait beaucoup de fissures comme cela. Je n'en ai dessiné que 2. Il y en avait beaucoup, 5, 6. Et puis encore, on sautait comme cela, et puis ça s'en allait jusqu'à l'endroit où j'ai mis l'eau qui tourne. Tout au bout, il y avait un espace où l'eau devait tourner pour descendre. C'était là le grand passage. Si on était pris dedans, c'était fini. Il fallait arriver là et franchir avant que l'eau ne passe. C'est ici qu'on pouvait passer. Alors une dernière dégringolade, et puis comme une flèche, comme si on avait sauté de vitesse et passé ici. Et quand on était de l'autre côté, immédiatement, sans même que le niveau du sol remonte, on ne sait pas pourquoi, immédiatement, c'était la sécurité.
Et le courant allait comme ça, des vagues et des vagues et des vagues, à perte de vue comme cela, mais c'était canalisé ici, au grand tournant, et dès qu'il passait là, c'était l'inondation totale. Il se répandait sur quelque chose, la terre. Et le courant a tourné, il a tourné, mais j'étais déjà de l'autre côté. Et tout ça, en dessous, c'était fini, ça dévalait partout. Seulement, dès qu'on était là, de l'autre côté, ça ne pouvait pas toucher. L'eau ne pouvait pas passer par là. Elle était arrêtée par quelque chose d'invisible, et elle tournait. D'ailleurs, c'est comme si tout était prêt, comme s'il y avait un chemin prêt pour que l'eau tourne. Là, au-dessous de moi, au-dessous du véhicule, j'avais l'impression que c'était la terre. Vraiment, ça avait l'air d'être la terre. L'eau dévalait vers cela. Le chemin du véhicule, ce n'était pas la terre, c'était au-dessus, dans des régions interstellaires probablement. Un chemin qui était spécialement pour ce véhicule. Et on ne savait pas d'où l'eau venait. Je ne voyais pas le commencement, ça se perdait à l'horizon. Mais ça venait en descendant, comme des torrents. Pas à pic, pas comme une cascade, mais comme un torrent. Et ça descendait. Mon chemin passait entre ces torrents d'eau et ça, en dessous, la terre. Mais je voyais l'eau en face de moi, partout, en avant, en arrière. C'était cela qui était si extraordinaire. Je la voyais comme si elle était... Elle était partout, n'est-ce pas? Sauf sur ce chemin. Et encore, il y avait des infiltrations. C'était l'eau dans ce mouvement. Mais il y avait une sorte de volonté consciente dans ce mouvement, et il fallait arriver là, au grand passage, avant cette volonté consciente. Ça avait une ressemblance avec les choses physiques, cette eau. Mais il y avait une conscience, une volonté consciente, et il fallait... C'était comme une bataille entre la volonté que je représentais et cette volonté-là. Et à chaque fissure, juste à temps, je passais. C'est quand je suis arrivé au grand tournant que j'ai vu comme une volonté qui animait cette eau. Et je suis arrivé juste avant. Passé comme un éclair, une allure fantastique. On n'a même pas vu le temps de... C'est passé comme un éclair. Et puis tout d'un coup, comme un arrêt. Et alors, c'était bleu, un carré. Sur le moment, je ne savais pas ce que voulait dire tout cela. Puis ce matin, j'ai pensé, ça doit avoir quelque chose à faire avec la situation mondiale. Ça avait toutes les proportions d'une chose presque... N'est-ce pas, la Terre paraissait petite en comparaison. Mais ça ressemblait à ce qui se passe ici quand l'eau est lâchée sur le monde, comme dans les inondations, mais à une échelle beaucoup plus grande. Ce qui était plaisant et vraiment intéressant, c'était cette allure formidable, comme une flèche, et d'arriver toujours comme ça, toujours à temps, juste à temps, juste à temps. Et quand j'étais passé de l'autre côté, on sentait bien que rien ne pouvait rester, c'était comme un déluge. Mais de l'autre côté, c'était fini. Il n'y avait plus aucune espèce de possibilité que ça touche. C'était cela surtout mon sentiment. C'était arrêté net, rien ne pouvait toucher. Je me suis retournée, j'ai vu tout cela qui dévalait et j'ai pensé, maintenant, voyons si on peut faire quelque chose ici. Il y avait quelqu'un derrière qui m'intéressait, quelqu'un ou quelque chose. C'était encore quelque chose. C'était très sympathique et ça avait un peu de cette couleur bleue qu'on trouvait là de l'autre côté. Pas des individus, mais comme des êtres représentatifs de quelque chose et qui me suivaient d'assez près.
Quand j'étais là, c'était là, mais ça n'arrivait pas, ça perdait. À mesure que mon allure progressait, la sienne diminuait. Ça ne pouvait pas garder la distance. Et il m'intéressait particulièrement. Je me disais, oh, il est si proche, il est ou c'est si proche, il pourrait juste passer. Et alors j'ai vu que toute cette volonté destructrice avec son instrument d'eau, symboliquement d'eau, avait passé et que ça se répandait. Mais ceux qui étaient sur cette ligne, on avait encore une chance de les sauver. Et tout de suite j'ai pensé à cela, ça a été ma première volonté. Voyons si ça peut encore passer, si on peut arriver à ce que ça passe. Je me souvenais des endroits particulièrement dangereux. En passant, n'est-ce pas, avec cette rapidité, j'avais noté « Ah, on peut faire encore ceci, on peut faire encore cela ». Les choses avaient la même rapidité dans ma conscience et je notais tout sur le chemin. Et alors, une fois que j'étais établi là-bas, de l'autre côté, j'envoyais le message à cet endroit-là. En dessous, l'eau en avait à cœur joie. C'était sans espoir. Mais là, sur cette ligne, il y avait encore un espoir, même après le passage. Probablement, je disposais d'un certain pouvoir pour faire franchir aux endroits qui étaient fissurés. Mais ça, je ne l'ai pas vu parce que je me suis réveillée. Alors, ça a arrêté tout. C'est probablement parce que je me suis réveillée assez brusquement que je n'ai pas su ce que cela voulait dire. Tout cela, c'est une traduction en langage humain, n'est-ce pas? Parce que c'était... Enfin voilà. Et ça se passait de bonne heure dans la nuit. De bonne heure, ce ne sont pas des visions, pas des choses que l'on observe, ce sont des choses que l'on fait. Depuis longtemps, je vois. Les nuits sont des actions. Ce ne sont plus des images ou des symboles ou des représentations, c'est tout des actions. Et qui se passent à une échelle qui n'est certainement pas humaine. Satprem. Est-ce que cela signifie la guerre? Mère. Je ne sens pas la guerre. SM est venu l'autre jour, note de bas de page, un disciple proche de Nehru, le Premier ministre de l'Inde. Lui, n'est-ce pas, est tout à fait au courant des événements comme on les connaît dans les gouvernements. Il m'apporte les nouvelles du gouvernement, pas celles que l'on donne au public. Elles ne sont pas bonnes. Mais il voulait savoir parce qu'il a confiance. Tellement confiance qu'il va dire à Nehru et aux autres « Oh, mère a dit ceci, cela ». Et il se trouve que c'est vrai, heureusement. Alors, après m'avoir décrit la situation, il m'a demandé « Logiquement, avec la raison, il semble impossible qu'il n'y ait pas la guerre. Mais comme il me demandait, j'ai regardé. Justement, j'ai regardé les nuits et puis autrement. Alors j'ai dit, je ne sais pas, je ne sens pas la guerre. Et ce matin encore, quand j'ai regardé cette sorte de vision, je me suis posé la question, est-ce qu'il y aura la guerre? Je ne le sens pas comme cela. C'est peut-être pire. Ça n'avait pas l'air humain, n'est-ce pas? Je me souviens, il y a quelque temps, je me promenais quelque part une nuit. Ce n'est plus très clair maintenant, mais une chose est restée, c'est que j'étais sortie de l'Inde, puis je suis rentrée dans l'Inde et j'ai trouvé partout installés d'énormes éléphants, des éléphants formidables. À ce moment-là, je ne savais pas du tout que les communistes avaient pris l'éléphant comme symbole dans l'Inde. Je l'ai su plus tard. Je me suis dit, qu'est-ce que cela représente? Est-ce que ça représente les armées de l'Inde? Mais ça ne ressemblait pas à des éléphants de guerre.
C'étaient des éléphants comme des mammouths immenses et qui avaient l'air de s'installer comme ça, avec toute la puissance d'une formidable inertie. C'était cela l'impression. Quelque chose qui pèse d'une façon inerte, très tamasique, et qui ne bouge plus. Je n'aimais pas cette occupation. Quand je suis rentré, cela m'a fait une impression un peu pénible, et pendant quelques jours, je me suis demandé si cela voulait dire la guerre. Puis j'ai appris par hasard, dans une conversation, que les communistes avaient pris l'éléphant comme symbole, tandis que le Congrès avait choisi le bœuf. Dans ma vision, je passais, comme toujours, n'est-ce pas, je passais au milieu d'eux et rien ne bougeait. Et même si j'avais besoin de place, certains essayaient de se déranger. Mais je crois que quand il s'agit d'êtres humains, les visions prennent une forme spéciale, c'est une image spéciale. Pas ça, pas cette inondation. C'était très, très impersonnel. C'était des forces. L'impression que les écluses étaient ouvertes. Quelque chose qui était gardé, retenu, empêché, et qui tout d'un coup... Ça, le véhicule et l'avance, c'est la sadhana, discipline yogique. Ça ne fait pas l'ombre d'un pli. J'ai compris que la rapidité de la sadhana était plus grande que la rapidité des forces de destruction. Et cela s'est terminé par une victoire certaine, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Cette impression de pouvoir, une fois qu'on est établi là, dans le carré, un pouvoir suffisant pour aider les autres. C'étaient des forces universelles. Je ne peux pas dire que cela signifiait la guerre. Et puis la guerre, j'ai prévu tant de guerres, des guerres générales, des guerres locales, tant de guerres, et jamais, pour moi, jusqu'à présent, ça ne s'est présenté comme cela. Ça s'est toujours présenté comme un incendie. Des flammes, la maison qui brûle. Pas comme une inondation. Satprem. Un cataclysme? Ça, il y en a déjà eu. On annonce beaucoup de différents côtés qu'en 1962, il y a même des gens qui parlent, qui prévoient la fin de la Terre, mais c'est une imbécilité. Parce que la Terre a été construite dans un certain but, et avant que les choses soient accomplies, elle ne disparaîtra pas. Mais il y aura peut-être des changements. Agenda, volume 1, 23 juillet 1960.